Je veux le dire d'emblée, oui, on a le droit d'aimer Ghost in the Shell, l'adaptation hollywoodienne en film qui vient tout juste de sortir. Et oui, on a le droit d'aimer le dernier Star Wars, Rogue One. J'en aperçois déjà au loin qui s'arrachent les cheveux, tandis que d'autres applaudissent. Oui, on a le droit d'aimer ces films, un exemple comme tant d'autres, et j'ajouterais même qu'on a le droit d'en parler, d'y réfléchir, et pour les plus téméraires de ceux-là, d'en faire une vidéo vlog, comme le youtubeur Durandal peut le faire régulièrement. Oui, on a le droit, tout comme, d'un autre côté, on a le droit de ne pas aimer, ni ces films, ni même ce qui peut être dit dans ces vlogs critiques, et qui essayent ponctuellement de théoriser de façon maladroite et souvent laborieuse la réussite ou l'échec dans la fabrication d'un spectacle cinématographique. En effet, vous l'aurez compris, le sujet qui m'anime aujourd'hui est éminemment brouillon et épineux. C'est un sujet problématique, polémique même. C'est une question fréquemment posée mais sans réelle réponse. C'est un débat qui fait rage entre deux termes, ceux qu'on traite d'intellectuels et ceux qui revendiquent le cerveau débranché. Qu'est-ce qu'un bon film? Tous les protagonistes de ce débat sont dans une posture embusquée, attendant chaque proclamation d'un camp comme de l'autre, s'en méfiant, n'y trouvant que défiance et violente provocation. À l'heure d'Internet, la guerre des mots s'intensifie. Toutes les strates sociales participant à ce combat ont leurs petites phrases, leur avis bien tranché. On se regroupe, s'identifie, s'oppose, se communautarise en quelque sorte. Mais qu'en est-il réellement de l'état contemporain du cinéma? Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'on peut se réjouir ou non du succès de tel ou tel film, ou tout simplement que tel autre film existe sans avoir à casser la baraque? Eh bien, il existe énormément d'éléments de réponse. Et je vais tenter d'en apporter quelques-unes pour porter ma propre pierre à l'édifice, en priant pour que la dite édifice soit une auberge, plutôt qu'un sanctuaire, un mur ou une église. Qu'est-ce qu'un bon film? D'accord, mais surtout, qu'est-ce qu'un film? Qu'est-ce que ça veut dire être spectateur? Sommes-nous encore des cinéphiles? Mais par-dessus tout, qu'est-ce que le cinéma? Pour être tout à fait honnête, mon engagement dans cette interrogation, qu'est-ce qu'un bon film? Est quotidien, silencieux. Dramatiquement, c'est presque un engagement religieux, incessant, me faisant régulièrement m'interroger sur la pertinence de tel ou tel film, réfléchissant longuement, intérieurement, à ce qui fait sens et parfois même à l'absence de cohérence ou de signification dans une vie de cinéphile contemporain. Souvent, je me pose cette question, à quoi ça sert les films? Faut-il franchement tout intellectualiser, Fast and Furious y compris? Faut-il absolument que je m'arrête sur chaque détail, chaque problème, chaque film ne correspondant pas à telle ou telle vision que je considérerais comme étant la plus juste? Ai-je le droit de critiquer, descendre ce que je considère être un mauvais film au détriment du débat avec ceux qui, justement, l'aiment? Le point de départ de tout cela, cette polémique, elle a d'abord eu lieu sur Internet, à travers un réseau social, Facebook, et auprès de deux amis, chers à mon cœur, et avec qui je n'ai plus trop l'occasion de discuter, échanger autrement que par ce biais-là, faute à mon isolement géographique, dans le centre de la France. Il y a un petit moment déjà, un premier ami m'interpellait sur la qualité intrinsèque de mes propres vlogs critiques, qualifiant mon discours d'élitiste et mon vocabulaire trop universitaire pour être justement universel. Comme à chacune de tes vidéos, mon attention est tapée par les gifs animés qui saturent le cadre en se déplaçant de la droite vers la gauche ou de haut en bas, ce qui fait que je n'écoute pas les critiques dont le ton et le langage universitaire ne sont pas accessibles à tous. Dommage. Je n'ai pas été vexé ou déçu, bien au contraire. J'ai même été content d'avoir un retour sur mes petites critiques vidéo, sans prétention, et de pouvoir comprendre ce qui n'allait pas pour le changer ou l'améliorer. En revanche, j'ai eu plus de mal à comprendre la critique sur le langage universitaire. Je suis justement en rupture avec l'université, que j'ai quittée il y a presque 10 ans. J'y étais dédaigné, notamment parce que je présentais un projet d'écriture sur l'œuvre de Jodorowsky avec les mots cinéma et métaphysique. 2 ans plus tard, je me retrouvais à l'avant-première d'une copie remasterisée de La Montagne Sacrée, en présence du réalisateur, et je constatais l'euphorie générale que provoquait la redécouverte de ces films. Peut-être que mes propos dans mes vlogs sont élitistes, je le concède. Mais universitaire, je l'avoue, j'ai eu plus de mal à l'accepter. J'ai donc ruminé et essayé de proposer quelque chose de plus simple, malgré mes réticences à le faire. Et puis, plus récemment, un autre ami m'interrogeait avec véhémence sur cette même question. Michael, sans vouloir vexer personne, que sont de bons films pour vous, toi et ton entourage fan de cinéma? À vous lire, rien n'est bon. Tout est naze et à jeter à la poubelle. Absolument rien n'est réussi au point de dégoûter les gens qui vous lisent de continuer à aller au cinéma. C'est peut-être ça au final, le but recherché, je me dis. Pour remettre ce message dans le contexte, il fait suite à une publication sur mon mur dans laquelle je m'indigne des propos du youtubeur Durandal.
Justement, à propos du Ghost in the Shell version live et américanisée. Rapidement, les commentaires débordent et trollent de façon éhontée le youtubeur, le film en question, et même un autre film incriminé sans rapport apparent, à savoir le Star Wars Rogue One. La réaction de mon bon ami m'est allée droit au cœur et ne cesse de me préoccuper depuis que j'ai lu sa publication sur mon mur. J'ai essayé d'y répondre avec sang-froid, en relativisant mes propos, en nuançant par-ci, par-là, invoquant d'autres films qui viennent de sortir et auxquels j'avais trouvé des points très positifs, mais évoquant aussi mes déceptions. J'ai essayé d'y répondre avec le cœur, mais plus je relisais son intervention, plus je me sentais mal et déprimé. Je sentais bien que mon ami avait été blessé, ostracisé par nos putains de ricanements et notre foutue ironie de joyeux. Cette polémique, qui revient à deux reprises, et issue d'amis aussi différents qu'inconnus l'un de l'autre, a fini par me fendre le cœur. En vérité, depuis leur intervention respective, je me couche le soir et me lève le matin, tous les jours, avec cette interrogation dans la tête. Qu'est-ce qu'un bon film ? Comment en parler ? Comment transmettre verbalement la recette qui donne, selon moi, une expérience de cinéma appréciable ou inoubliable ? Souvent, je m'interroge en regardant le vide, la télévision ou l'arbre dans mon jardin à travers la fenêtre. J'y ai récemment construit une cabane à oiseaux avec mon fils pour y trouver un prétexte à passer plus de temps encore à regarder l'arbre, l'air songeur. J'inquiète parfois ma femme, qui me surprend et me demande si tout va bien. Je réponds positivement, sans m'étaler. Finalement, et c'est par le biais de mon blog et des critiques que j'y écris, autour des films que je regarde, qu'est venue l'envie, que dis-je, le salut à ce gros tourment, un début de réponse à une question magique et insolvable. Dans ces deux interventions très courtes, il y avait pourtant beaucoup de choses à y déceler, à en retenir. Comment faire la synthèse simplement, clairement, pour entendre ce qui a été dit tout en exprimant l'essence de ce qui fait pour moi un bon film, ou plutôt ma passion du cinéma. Il faudrait donc commencer, comme dirait l'autre, par le commencement. Mettons-nous d'accord tout de suite. Le cinéma, avant d'être une variété de métiers ou un catalogue de procédés techniques, c'est avant tout, et d'un point de vue théorique, un ensemble de films. Plus précisément, le cinéma, c'est l'ensemble de tous les films. Oui, mais alors c'est quoi un film ? Ça dépend. Dans la vision traditionnelle que l'on se fait d'un film, il s'agit d'un récit, d'une somme de moments fabriqués, filmés et montés, selon un ordre et une durée prédéfinis, avec un début, un milieu et une fin, autrefois sur un support argentique, physique et réel, aujourd'hui contenu dans un milieu numérique, immatériel, fait de 1 et de 0, et délimité dans un ou plusieurs espaces appelés fichiers. Oui, mais alors combien existe-t-il de films en tout ? Vaste question existentielle dont certains pourraient affirmer qu'il est impossible d'y répondre, tandis que d'autres s'essayent encore de tout cartographier, affirmant les limites en rendant justement accessible une première définition de ce qu'ils appelleraient le cinéma, avec un grand C majuscule. Réactionnaires ou progressistes, ces chercheurs enferment leurs conclusions dans des dictionnaires ou des encyclopédies, parfois dans des magazines ou dans des vlogs YouTube à l'attention de ceux qui partagent leur envie. Toutefois, si la question « combien de films en tout ?» peut paraître insoluble en l'état, on pourrait, à la manière d'un problème rationnel et scientifique, y apporter quelques éléments de réponse. D'abord, il existe des outils pour recenser l'existence des films dans les circuits officiels d'exploitation commerciale, et depuis longtemps. Le numéro du visa d'exploitation, par exemple, qui permet de recenser aussi bien les films des années 20 que ceux sortis hier, avec des nuances toutefois suivant le pays et l'époque. C'est déjà un large terroir, hyper large même, et officiel. Les cartographes précités s'en réjouissent. Mais le cinéma, s'il se présente de cette manière comme un immense territoire culturel, c'est parce qu'il est avant tout un lieu. La salle où se projette le film, dans l'obscurité et la solitude silencieuse partagée. Et puis ensuite, il y a tous les autres films, sans visa, issus de la télévision ou des circuits indépendants, voire amateurs, et qui ont une existence incontestable, malgré les différences qualitatives. Déjà, par ce biais-là, on peut entrevoir un cinéma qui n'est pas seulement que le produit d'une industrie à la visée commerciale ou publicitaire, mais c'est aussi un espace d'expérimentation et d'exaltation. Avec l'omniprésence des caméras, le simple film de fan, le fan-made, entre dans le champ du cinéma d'emblée, qu'on l'apprécie ou non. À l'inverse du visa d'exploitation, il n'existe aucun outil qui ne puisse permettre de recenser l'ensemble des films existants dans cette catégorie, puisque la définition même de ce qui fait un film explose et n'existe plus. Bien sûr, un tuto maquillage ou une vue webcam sur Periscope ne sont pas des films, mais tout ce qui contient un récit orienté, d'une durée de 5 secondes à 47 heures, un gag Golden Moustache ou une saison de série télé, peut maintenant prétendre à faire partie du paysage cinématographique. C'est comme ça.
Le cinéma, s'il était un lieu de diffusion et de réunion, devient un lieu commun. L'écran de télévision ou d'ordinateur, voire de smartphone avec des offres comme YouTube ou Netflix. On y est le plus souvent seul et dans la lumière du jour ou des lampes. On parle beaucoup de jeux vidéo comme une expérience cinématographique à part entière. Pour ma part, je trouve ce rapprochement faussement intéressant. Car par essence, le jeu vidéo c'est avant tout du gameplay, un game design, une interactivité basique entre l'homme et la machine. Tout le reste n'est que simulacre et habillage. Tu pourras mettre toutes les séquences vidéo, tous les scénarios et autres allusions cinématographiques à ton jeu, ce n'est qu'un travestissement pour autre chose, un simple plaisir vidéoludique. Comme me le rappelait un ami justement, tu peux jouer à Metal Gear Solid, peu importe le degré de cinéma impliqué dans l'affaire, au final tu te retrouves toujours à jouer à une variation du jeu Snake sur ton bon vieux smartphone Nokia. Ou Pong si tu préfères. Au cinéma, le spectateur reste actif, en lui-même et pour lui-même. C'est un rapport entre l'homme et l'écran. C'est extrêmement différent. Il y a de l'interactivité, mais sous une forme intellectuelle consciente ou non. Tu peux voir un mauvais film, très crétin, mais t'en souvenir des années plus tard comme d'un repère sur une époque, une actualité. Quand tu regardes le 4e Indiana Jones par exemple, ou le premier Transformer, tu sais que le spectacle n'est pas très bon de façon intrinsèque, mais tu restes stimulé par le pourquoi de cette réflexion. Tu développes une relation au film, et la pire des situations possibles, c'est de ressortir d'une salle de cinéma en restant dans l'indifférence, l'inactivité la plus totale. En ça, par exemple, entendre parler en mal d'un film qu'on aime, ça ne peut que réjouir. Le film finalement existe, évolue, au gré du souvenir qu'on s'en fait, des discussions, parfois même au détour des critiques bidons ou des injures. Il stimule, demande à ceux qu'on le travaille, qu'on l'exploite, pour mieux l'enfoncer ou le défendre au contraire, et peu importe les batailles d'ego, tout ça n'est qu'un échange dont on sort à tous les coups grandi, puisqu'il constitue une part indéniable de notre identité culturelle propre. Voir un film, s'en souvenir, écrire à partir de celui-ci ou débattre de ses qualités, c'est justement là que réside la cinéphilie. Être cinéphile, même si avec le temps c'est une posture qui a évolué, c'est avant tout échanger avec l'autre, ne pas regarder pour soi, extérioriser son avis, ses goûts. Chaque film, bon ou mauvais, est un miroir du monde, qu'on le veuille ou non. Retour vers le futur, par exemple, c'est un témoignage sur les années 80, et comment on voyait les années 2000 à cette époque-là. C'est un document en plus d'être un film. Un témoignage donc sur la société et la culture d'une époque. Ce témoignage, il va continuer d'exister et d'évoluer dans le temps. Il y aura une toute autre valeur pour un enfant des années 2010 que pour moi, par exemple, qui ai connu les années 80. Le témoignage sera le même, sa valeur sera la même, mais elle changera en fonction de l'interactivité, du type de spectateur qui recevra ce document. Il existait une vieille collection de films, éditée par Claude Berry, Les films de ma vie, et qui lui faisait dire au début de chaque cassette, et avec les mots de François Truffaut, « Je n'aimerais pas voir un film pour la première fois en vidéo ou à la télévision. On voit d'abord un film en salle. Cinéma et vidéo, c'est effectivement la différence entre un livre qu'on lit et un livre qu'on consulte. Pour moi, comme cinéphile, la vidéo bouleverse ma vie. Prenez Serenade 3 de Lubitsch, par exemple. Avant, s'il passait quelque part, j'y allais, sachant que je devrais peut-être attendre 2 ans avant de pouvoir le revoir. Depuis, il m'arrive de le visionner 3 fois dans la même semaine. Avoir un film en vidéo m'en donne une connaissance beaucoup plus intime. En tant que cinéphile, je suis un fanatique de la vidéo. Imagine un peu le choc. Jusque dans les années 60-70, quand tu allais au cinéma, tu voyais le film une fois. Un point, c'est tout. Pas de possibilité de revenir en arrière ou de revoir le film. Tu restais là, assis sur un banc ou à la table d'un café, à y repenser. Et c'est tout. C'est comme ça que certains spectateurs se sont mis à écrire et à cultiver cette mémoire du film, de la projection comme expérience unique. La cinéphilie, c'était d'abord ça, historiquement. Et puis imagine le choc avec l'arrivée de la télévision et des cassettes vidéo. Alors là, oui, regarder un film, ça ne voulait plus dire la même chose. On pouvait le revoir à l'envi, le décortiquer, le disséquer, comme en médecine, lui faire dire des choses inédites. Aujourd'hui, à l'ère du tout numérique, je me souviens d'un des rares professeurs dont j'ai eu la chance de suivre les cours à la fac, et qui disait, en somme, qu'être cinéphile aujourd'hui, ce n'est plus s'intéresser qu'à des moments d'un film, ou pire encore, d'en faire des anthologies sous forme de best-of de plusieurs films. Il mettait le point sur un phénomène, arrivé avec le DVD, et qui consistait à choisir la scène qui nous avait particulièrement plu dans un film, et à se la rejouer indéfiniment, indifférent au reste du film. Finalement, avec le temps,
Sa peur était devenue bien réelle. On ne jugerait un film bon ou mauvais que sur des moments choisis. Matrix, par exemple, qui est arrivé avec le numérique, n'a longtemps été qu'une boucle d'un effet spécial, le fameux bullet time, qui a emprunté autant aux jeux vidéo qu'au cinéma et qui a tourné sans arrêt sur tous les écrans, dans les magasins d'électroménager pour vendre des téléviseurs, comme dans les publicités pour vendre des téléphones portables. La cinéphilie, c'est cet échange qui permet d'argumenter et de discuter d'un film tout entier, de ses qualités intrinsèques, donc de sa portée sociologique, historique, culturelle, ou de tout ce que le cinéma pourra bien dire, volontairement ou malgré lui, sur notre humanité. Et j'ai des dizaines et des dizaines d'exemples de ce que pourrait être un bon film selon moi. Un bon film, avant tout, c'est un film qui ne se regarde dans l'absolu qu'une seule fois pour convaincre. Je n'ai toujours pas revu le Inglourious Bastard de Tarantino depuis qu'il est sorti au cinéma, et je me souviens parfaitement de la construction du film, de l'agencement de ses séquences, de ses dialogues. C'est formidable de pouvoir concevoir un tel film de nos jours. Tout y est clair, visible. C'est un film parfaitement construit, maîtrisé de bout en bout, qui a su prendre son temps à tous les niveaux. A l'inverse, il existe un contre-exemple. J'ai ce souvenir formidable du Lost Highway de David Lynch, auquel je n'avais pourtant rien compris, si ce n'est que le film est coincé dans une sorte de boucle et que le début et la fin se répètent. Et puis lorsque le DVD est arrivé, et que j'ai pu voir et revoir le film, j'ai fait attention aux détails, et au-delà de l'ambiance, sans avoir à comprendre quoi que ce soit au sens réel ou logique du scénario, s'il y en a un d'ailleurs, j'ai réalisé que j'étais semblable au protagoniste du film, coincé dans une boucle de visionnage. D'ailleurs, le couple principal du film ne reçoit-il pas des cassettes du film lui-même, mise en abîme vertigineuse, film dans le film. C'est une qualité indéniable, sans avoir à comprendre de façon intelligible ce qu'il se passe, que de faire ressentir ce vertige, cette sensation unique n'apparaissant que de visionnage en visionnage. Dans certains cas, cela suppose de se replonger dans les conditions de l'époque. 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick par exemple. C'est un film conçu avec l'idée qu'il serait vu qu'une seule fois, à une époque où la télé n'a que 3 chaînes en noir et blanc et où l'homme s'apprête à marcher sur la Lune. Quel sens, quelle valeur prend aujourd'hui ce film? Bon, j'y consacrerai une prochaine vidéo, c'est promis, pour répondre à cette autre interrogation. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'un film qui interroge l'être humain, son essence intellectuelle, depuis l'aube de l'humanité jusque loin dans l'avenir spatial. On s'interroge encore sur la présence énigmatique de ce monolithe noir qui semble apporter l'intelligence à l'homme. Cette même intelligence que nous qualifions d'artificielle et qui anime l'ordinateur de bord du vaisseau spatial. De l'homme à la machine, l'intelligence préexiste, y compris dans la pierre, à l'état minéral pur de la matière. Que sommes-nous après tout, à part une immense quantité d'eau et un bout de carbone? L'intelligence, si c'est d'abord de la matière, c'est aussi ce qui rend intelligible le passage du temps, comme au cinéma. Voilà, selon moi, ce qui en fait, entre autres, un film admirable. Apprécier le temps qui passe d'une façon inédite. Ce film a-t-il bien ou mal vieilli? Voilà encore une autre question qui mériterait qu'on s'y épanche longuement, sans justement vouloir faire l'universitaire. Mais j'ai déjà une réponse qui m'avait été apportée il y a quelques années par un collègue de travail qui trouvait déjà que je me prenais bien trop la tête à réfléchir à ces sujets-là. Cette réponse résonne encore en moi. Peut-être que c'est toi qui as mal vieilli, m'avait-il répondu. Je pense qu'il s'agit là d'un phénomène qui définit de façon convaincante, sinon essentielle, ce qu'est la cinéphilie et le cinéma. Il faut donc parler des films entre nous, les faire vivre, leur assurer une existence qui ne soit pas celle d'un simple best-of des meilleures scènes. J'ai d'ailleurs une règle de vie cinéphile, en parlant de ça, que je vais partager avec vous pour essayer de conclure cet essai. Il existe donc, à l'époque où l'on collectionne les films autant qu'on formule des top 5 de l'année, une facilité d'accéder à des œuvres de réalisateurs et de voir des films qui est inédite dans l'histoire du cinéma. Aussi, peut-être connaissez-vous ce plaisir coupable d'aimer un film tellement fort qu'on veut à tout prix le montrer à ceux qui ne l'ont pas vu. Quelle joie, par exemple, d'avoir pu montrer Robocop à ma chérie, car c'est une façon pour moi inédite de revoir le film à travers ses yeux, en m'identifiant à elle, en goûtant chacune de ses réactions. Quand on a vu Hit, et que le monde l'a vu et revu, n'est-il pas merveilleux de croiser quelqu'un qui ne connaît pas le film et de l'envier lorsqu'il s'apprête à le découvrir? Je dis souvent à mon pote Garde que j'ai toujours pas vu le dernier des Mohicans, et il comprend pas d'ailleurs, parce que j'ai le film en DVD, pourquoi je l'ai pas encore regardé. Eh bien voici mon conseil. S'il y a encore quelques films que vous n'avez pas vus, que vous possédez peut-être, qui prennent la poussière dans une boîte, sur une étagère ou dans le grenier, si jamais il s'agit en plus d'un film d'un réalisateur que vous admirez, un John Cassavetes ou un Alain Resnais dans mon cas, faites en sorte de le garder précieusement en vue.
La possibilité d'un bon film, c'est un peu comme retourner en enfance, retrouver un membre de sa famille qu'on croyait perdu. Cette perspective du bon film, c'est une petite part de notre histoire intime qui attend d'être écrite. Un bon film, c'est comme un bon souvenir. Il faut le vivre, le laisser partir, le laisser revenir, le donner, le partager et comprendre qu'on a vieilli, qu'il est devenu précieux, qu'il s'est perdu, qu'il est unique.